En 2014, le Dr Neil Ross et une équipe de scientifiques du Centre de glaciologie de l'Université de Bristol ont publié leur découverte d'une vallée de la taille du Grand Canyon en Antarctique occidentale. Bien qu'elle soit couverte de plusieurs kilomètres de glace, la dépression était telle qu'elle pouvait être vue depuis l'espace. Certains théoriciens en ont rapidement conclu qu'avant la grande ère glaciaire, l'Antarctique, comme les 6 autres continents, était probablement le foyer d'anciennes civilisations. Le Dr Ross a résumé avec éloquence que ses recherches ont démontré que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur notre planète. Se pourrait-il qu'il existe des ruines, peut-être même plus anciennes que Göbekli Tepe, à découvrir au fond des glaciers? L'une des conséquences du réchauffement climatique est que la glace des pôles fond considérablement, y compris en Antarctique. L'épaisseur réduite de la glace permet une meilleure visibilité avec le radar à pénétration de sol. Nous pouvons voir ce qui se trouve maintenant sous la glace. Nous avons été surpris, car les images satellites révèlent ce qui semble être des sites archéologiques complexes, à grande échelle. Il ne s'agit pas de petits villages de chasseurs, ni de maisons semi-souterraines. Ce que nous observons sous la glace ressemble à l'œuvre de civilisations technologiquement avancées. L'une des raisons pour lesquelles cela pose problème aux historiens est que la calotte glaciaire en Antarctique est apparue très récemment. Plusieurs calottes glaciaires se sont formées, la plus récente datant d'il y a environ 20 000 ans. Cela pose donc la question suivante. Qui se trouvait ici il y a 20 000 ans pour construire des structures archéologiques complexes sur le continent de l'Antarctique? Et quel rôle cela a-t-il joué dans l'histoire et la mythologie presque universelle des civilisations anciennes? Il se peut que les 6 berceaux de la civilisation s'étendent très bientôt à 7, et peut-être même à plus. On entend parfois parler de structures émergeant de la glace en Antarctique. Tout récemment, mon attention a été attirée par la découverte de ce qui a été décrit comme une sorte de zone endiguée, une colline fortifiée. Elle a attiré mon attention car elle était différente de toutes les autres. Tout porte donc à croire que ces colonies ont réellement existé. Je considère que cette question devrait être examinée plus en détail. Le seul problème est de savoir si nous pouvons inciter les archéologues à investir en Antarctique et explorer ces sites. D'après moi, il est probable qu'à mesure que la glace fonde en Antarctique, ce qu'elle fait de plus en plus, elle révèle d'autres structures. Si c'est le cas, ces structures auront probablement été enfouies dans la glace il y a des dizaines de milliers d'années. Elles seront donc très anciennes et elles pourront très bien être l'œuvre de descendants hybrides. Qui pourraient être ces descendants? Des chercheurs comme Billy Carson développent de nouvelles théories sur l'Antarctique et sa localisation actuelle. L'Antarctique était autrefois une île tropicale et c'était le centre de la civilisation dite pré-adamite. Elle a été déplacée vers ce qui est aujourd'hui le pôle sud. Il est tout à fait probable qu'une sorte de guerre nucléaire ait eu lieu sur Terre, ou une sorte de libération d'énergie du Soleil pourrait avoir eu lieu. Le résultat semble avoir été que l'Atlantide inondée est devenue l'Atlantide sous la glace. Parce qu'elle a été déplacée à un endroit où l'eau gelait, elle s'est transformée en Antarctique. Si des structures issues d'une culture préadamite se trouvent sous la glace, qui sont ces êtres qui n'ont pas survécu au cataclysme ou qui y ont survécu? Nous n'avons pas souvenir d'où nous venons. Nous n'avons pas souvenir d'avoir été une race ensemencée, génétiquement créée pour pouvoir vivre sur Terre. Nous devons nous intéresser aux descendants des préadamites, les gens qui vivaient ici avant le déluge, ceux qui ont tout changé. Les Elohim auraient volontairement laissé ce déluge se produire pour anéantir en grande partie les préadamites sur Terre. Certains de ces préadamites existent apparemment encore.
Ils ont toujours des crânes allongés et ils pensent toujours qu'ils sont des dieux et que nous ne sommes qu'une civilisation envahissante. Ce nouveau groupe est apparu, les Adans, la forme humaine moderne que nous incarnons tous avec un nouvel ADN, génétiquement modifié et envoyé ici afin de faire ressortir l'expression spirituelle des humains. Cela a contrarié ces êtres pré-adamites. Après un puissant cataclysme survenu il y a environ 12 800 ans, les survivants de ce groupe pré-adamite se sont dispersés sur toute la Terre. Ils n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux. Ces survivants, qui n'étaient pas de la lignée pré-adamite, se sont accouplés aux humains et sont devenus une espèce différente. Se pourrait-il qu'une civilisation d'êtres anciens ait autrefois vécu en Antarctique? En 1929, une carte a été découverte à l'intérieur du palais de Topkapi à Istanbul, représentant l'Antarctique avant que la glace ne recouvre le continent. Les archéologues ont pu dater au carbone la fabrication de cette carte de l'amiral et cartographe turc nommé Piri Reis, qui l'aurait élaborée en 1513. Cela datait de centaines d'années avant la découverte du continent par l'homme moderne. La carte de Reis a fait frémir les spécialistes conventionnels et alternatifs. Où avait-il acquis ces connaissances? Si la masse terrestre représentée est bien l'Antarctique, est-il possible que nos véritables origines remontent à une civilisation maritime préhistorique? Bien que les scientifiques traditionnels résistent à l'idée de se pencher sur ces découvertes, aucune autre explication n'a été proposée concernant les mystères que présente cette carte. Mais avec le réchauffement climatique qui dévoile une nouvelle topographie sous les glaciers, des preuves plus solides sont peut-être à portée de main. Nous sommes sur le point d'apprendre de sources officielles que des architectures ont été localisées en Antarctique, ce qui confirmera que des structures élaborées ont été construites là-bas. Cette découverte va changer le monde. La légende Atlante cache une quantité incroyable de données prouvables. Si cette révélation tant attendue a bien lieu, l'idée qu'il existe des monuments en pierre très anciens sous la glace en Antarctique sera reconnue. Si cela se produit, tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité devra être réécrit. Nous avons affaire à une civilisation ancienne bien antérieure à celle que nous avons déjà découverte. La plupart des universitaires pensent que tous les ancêtres des Amérindiens, peu importe où ils se trouvaient, ont traversé le pont terrestre de Bering et que seulement 4 génotypes les différenciaient, qui étaient A, B, C et D. Pour les personnes indiennes de sang pur ou originaires d'Amérique, leur haplogroupe ou leur groupe génétique était A, B, C ou D. Nous en avons testé 3 jusqu'à présent et ils n'étaient pas du groupe A, B, C ni D. Ils ont montré une ascendance soit d'Europe, soit du Moyen-Orient, soit de personnes du Moyen-Orient qui s'étaient installées en Europe. La théorie selon laquelle il n'y avait qu'une seule façon de se rendre en Amérique à l'époque précolombienne a donc été complètement démentie. Cela signifie que les gens naviguaient sur les océans il y a des milliers d'années et qu'ils savaient où ils allaient. Ils avaient la capacité de naviguer pour faire le tour de la planète bien avant les Vikings. On nous a très peu enseigné l'histoire de l'humanité à l'école. Les universitaires ont tendance à ne pas parler de leur propre histoire aux peuples autochtones. Ils estiment que les histoires des origines de leurs ancêtres ont été inventées. Ces êtres n'ont pas l'ADN d'un humain, d'un homme de Néandertal ou d'un homme de Cro-Magnon. Ce sont des êtres complètement différents. Selon moi, la question n'a pas encore été tranchée quant à l'arrivée exacte de ces êtres. Ce qu'ils sont exactement, s'ils ont évolué sur Terre et sont une sorte de tribu perdue de l'espèce humaine, ou s'ils sont le produit des dieux Anunnaki venus du ciel sur Terre. Encore une fois, cela est relié au mythe de la descente de 300 gardiens au mont Hermon, que ce soit dans la Bible ou dans les écrits des Anunnaki portant sur Enki, Enlil et leurs familles qui sont venus et ont créé des humains en mélangeant leur ADN avec le nôtre. Ces crânes allongés sont peut-être la preuve de l'existence de ces dieux du monde antique qui auraient vécu pendant des milliers d'années. Alors que les glaciers fondent avec une régularité alarmante, l'Antarctique continue de faire la une des journaux.
Billy Carson explique pourquoi des politiciens et des astronautes comme Buzz Aldrin s'y sont rendus récemment. Selon ses sources, la dissimulation de ce qui émerge de sous la glace a atteint un niveau critique. Il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre le savoir dans le domaine des anciennes civilisations connues du grand public et celui partagé par le gouvernement et le complexe militaro-industriel. Ils cherchent, ils étudient les mythes sous toutes les coutures et ils posent des questions très spécifiques auxquelles seule la science peut répondre. Ils ont commencé à voir que quelle que soit la mythologie, en creusant un peu, en cherchant bien, il existe des preuves que ce n'est pas qu'un mythe, qu'il s'agit d'une histoire sur des êtres qui, à une époque, rentraient en contact avec les gens sur Terre de manière généralisée. Ils sont conscients que des civilisations extraterrestres visitent la Terre depuis l'Antiquité primordiale. Très vite, nous allons devoir prendre conscience que des extraterrestres ont immigré ici. La raison pour laquelle nous ne trouvons pas de traces de tessons de poitrine ni des autres éléments que les archéologues pensent découvrir dans une civilisation technologique est qu'ils n'ont pas découvert la technologie sur Terre. Ils connaissaient déjà une certaine technologie quand ils sont arrivés ici. Ils ont donc fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire faire léviter d'énormes blocs de pierre et les assembler comme des jouets de construction pour construire ces pyramides sur toute la planète. L'Atlantide était une civilisation qui couvrait toute la planète. La cité principale se trouvait en Antarctique et elle demeure aujourd'hui sous des kilomètres de glace. Toutes ces ambassades, si nous pouvons les appeler ainsi, étaient réparties sur toute la Terre et ont également été détruites. Certaines d'entre elles sont des vestiges de ce que nous trouvons au fond de l'océan. En 2011, la géochimiste Stacy Laurie a établi que l'Amérique et l'Antarctique étaient autrefois réunies, avant qu'un milliard d'années de dérive des continents ne les envoie dans des directions différentes. Depuis, d'autres géologues ont présenté des tests démontrant que la composition des isotopes magnétiques des roches prélevées sur les côtes de l'Antarctique était indiscernable des échantillons de roches provenant d'une faille traversant les grands lacs du Michigan. Les deux échantillons de roches avaient exactement le même âge et des propriétés chimiques identiques. Si l'Antarctique était autrefois relié à l'Amérique, est-il possible que la même espèce préadamite les ait tous deux peuplés il y a plus de 55 000 ans? Brian Forrester nous ramène à l'ADN des anciens humains et à ce qu'il pourrait révéler. L'ascendance de ces peuples semble être incroyablement compliquée. Les premiers résultats d'ADN indiquent qu'au moins une partie de leur lignée n'est pas du tout amérindienne. Nous envisageons la possibilité qu'une partie de leur ascendance soit originaire du Moyen-Orient, ce qui signifie qu'ils n'auraient pas traversé le pont terrestre de Bering, comme tous les autres ancêtres amérindiens l'ont apparemment fait. Ce serait une découverte historique majeure. J'ai étudié ces êtres pendant 8 à 10 ans. Il semblerait que seule la noblesse de la culture Paracas de la côte du Pérou ait possédé des crânes allongés. La conservation dans cette région a été presque parfaite. Nous avons donc des exemples de crânes avec des cheveux, et ces cheveux sont toujours roux. C'est un roux génétique. Ce n'est pas le résultat d'une décoloration ou du soleil ou quelque chose dans ce genre-là. Les cheveux roux proviennent du Moyen-Orient, de l'Irak, de l'Iran et de l'Afghanistan. S'ils avaient des cheveux roux, ils avaient probablement une peau claire et peut-être aussi des yeux verts ou bleus. Ces trois caractéristiques ne sont pas typiques des Amérindiens. Cela pourrait donc très bien indiquer que ces ancêtres ont navigué du Moyen-Orient jusqu'à la côte du Pérou. En 1928, dans un désert de la péninsule de Paracas, sur la côte sud du Pérou, l'archéologue Julio Tello a mis au jour un cimetière rempli de restes de cadavres ayant les plus grands crânes allongés au monde. Certains d'entre eux dataient de plus de 3000 ans. Cette découverte a choqué la communauté scientifique, car elle a remis en question ce qui avait été enregistré dans l'histoire du Pérou et de l'humanité. La découverte de Tello est depuis connue sous le nom de crâne de Paracas. Plus étonnant encore, depuis 1928, d'autres crânes allongés ont été découverts. Les plus anciens crânes allongés au monde ont été découverts en Irak, dans une grotte particulière. Les premiers tests ADN que nous avons pu faire
ont indiqué que ces personnes possédaient des haplogroupes qui provenaient soit d'Europe du Nord, soit du Moyen-Orient. Découvrir leur nature exacte nécessiterait un examen scientifique rigoureux. Nous avons pu faire des tests ADN sur un bébé qui est mort à 18 mois et qui avait des cheveux blonds fraises, ce qui ne paraît pas amérindien. L'analyse qui a été faite a indiqué qu'il avait des segments d'ADN qui ne correspondaient à rien d'humain. Nous savons également que tous les ancêtres des Amérindiens sont censés avoir traversé le pont terrestre de Bering depuis le sud ou l'est de l'Asie. Aucune personne du Moyen-Orient ou d'Europe n'aurait traversé toute l'Asie pour se rendre en Amérique du Nord. Ces peuples anciens avaient des compétences de marins. Ils savaient construire des bateaux et naviguer des milliers d'années avant les Vikings ou Christophe Colomb, ou d'autres encore. Il est donc fort probable qu'ils aient migré par mer en passant par l'océan Indien, puis par le Pacifique. Les sceptiques ont longtemps réfuté la validité des restes au crâne allongé comme preuve scientifique de l'existence des préadamites. Ils affirmaient que ces crânes étaient artificiels. Objection alimentée par le fait que certaines tribus pratiquaient la déformation crânienne sur des nourrissons. Concernant la découverte des têtes allongées, beaucoup de scientifiques conventionnels ont fait abstraction de cette découverte et ont supposé qu'il s'agissait d'un allongement forcé. D'après eux, les humains auraient déformé leur crâne pour faire croire qu'ils avaient ces énormes têtes, ce qui n'a pas vraiment de sens, à moins qu'ils aient tenté d'imiter des dieux qui auraient eu ce genre de tête. La déformation crânienne consiste à attacher la tête d'un nouveau-né, généralement avec du cuir ou éventuellement du bois, sur le front et l'arrière du crâne, et à l'envelopper d'une sorte de textile. À 3 ans, le crâne de l'enfant est complètement osseux, et il conserve cette forme tout au long de sa vie. Cela a été pratiqué afin de différencier physiquement la noblesse de la classe populaire. Mais il est possible de distinguer la déformation crânienne de ce dont je parle. Nous pouvons voir l'aplatissement évident de l'avant et de l'arrière du crâne avec la déformation crânienne. J'ai étudié ces crânes allongés pendant environ 8 ans. Comme je l'ai mentionné, nous en avons découvert sur les 6 continents habités. Mais ils sont presque tous des exemples d'une déformation crânienne, c'est-à-dire d'une modification de la forme du crâne. Cependant, dans le cas des Paracas, il s'agit des plus grands crânes allongés jamais découverts sur la planète. C'est pourquoi la culture Paracas est si intéressante. Nous avons même trouvé des squelettes de bébés dont le crâne était allongé. J'en ai récemment vu un qui devait être âgé de 3 mois. Sa tête était 2 fois plus grande que la normale. Ce n'était pas seulement la forme qui est différente, le volume aussi était différent. De nombreux experts médicaux les ont examinés et ils ont affirmé qu'il est possible de changer la forme de la tête d'un bébé parce qu'elle est très molle au départ. Mais il est impossible d'en augmenter le volume. Cela prouve donc que nous sommes en présence d'une variation génétique. Billy Carson a exploré qui étaient ces familles royales et d'où elles venaient. Lorsque nous regardons ces documents préadamites et ce que ces textes anciens nous disent, cela s'aligne sur les ruines archéologiques que nous trouvons dans le monde entier. Cela est devenu encore plus intéressant lorsque nous avons abordé le monde post-catastrophe Atlante. Il y a environ 12 500 ans, 2 groupes préadamites auraient survécu. Un groupe en Europe et en Asie, qui serait devenu la lignée pharaonique égyptienne, et l'autre groupe en Mésoamérique, qui serait devenu le clergé mésoaméricain. Ils n'auraient eu apparemment aucun contact entre eux jusqu'à l'époque des conquistadors, vers les années 1500 ou 1600. D'après ce que nous pouvons lire dans les textes anciens, ces 2 groupes représentaient ce que les gens appellent les Illuminati, ou le Nouvel Ordre mondial, et la base de tout le système du droit divin des rois et du sang royal. Il semblerait que ces êtres aux crânes allongés aient atteint des lieux de pouvoir où ils ont pu affirmer leur contrôle. Après l'époque de Christophe Colomb, ces groupes ont enfin pu communiquer entre eux. Ils voulaient contrôler la religion, ils voulaient contrôler les finances. J'ai découvert que ces êtres aux crânes allongés existeraient toujours aujourd'hui et qu'elles les cacheraient en public avec des foulards ou des mitres.
comme nous pouvons le voir au Vatican. Des sépultures royales plus récentes ont été découvertes en France et ont confirmé que les membres de familles royales, avec leurs bijoux et leurs richesses, ont été enterrés de cette façon. Ils avaient des crânes allongés. Il existe une autre histoire très intéressante, à savoir que l'une des lignées royales en Italie, où se trouvait l'Empire romain et où se trouve le Vatican aujourd'hui, s'appelait la famille d'Este, avec le prince Leonello d'Este et sa princesse. Ils avaient tous deux un crâne ridiculement allongé sur chaque illustration. Cela date du XIVe siècle en Italie. Nous retrouvons la lignée de la famille d'Este dans presque toute la royauté européenne. Elle est présente partout, en Allemagne, en France, en Belgique et en Grande-Bretagne. Nous ignorons combien de ces personnes au crâne allongé sont encore en vie sur Terre. J'ai entendu parler d'environ 15 000 personnes. Certains ont suggéré qu'il pourrait y en avoir plus que cela, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Des témoins oculaires récents auraient vu des personnes avec des crânes allongés dans des endroits comme Londres, dans le quartier financier de New York et au Vatican. Est-il possible que cette ancienne élite au crâne allongé contrôle nos organisations politiques et religieuses? Si c'est le cas, serait-ce une façon de sauvegarder un grand secret, peut-être quelque chose d'une valeur inimaginable qui serait caché sous la glace en Antarctique? Tom DeLonge et un groupe de militaires, dont le directeur de Lockheed Skunk Works, seraient sur le point de nous dire que les Anunnaki et les Grecs étaient en réalité des extraterrestres. Un autre groupe travaillerait avec certains des astronautes qui disent avoir rencontré des ovnis, qui seraient sur le point de faire une annonce. J'ai entendu dire que le Vatican, à Rome, le pape François se tiendrait prêt à collaborer avec celui de ces groupes qui affirmera la vérité selon laquelle nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Le Vatican est prêt à s'allier avec quiconque aux États-Unis fera cette annonce. Dans les coulisses, un certain monsieur Balducci a déclaré que le Vatican dispose d'informations sur les extraterrestres et qu'une décision a été prise au début des années 90, selon laquelle le Vatican soutiendrait les annonces de l'existence d'autres vies dans l'univers, soulignant que cela renforcerait la taille et la force de Dieu. Quel genre d'informations sur les races anciennes de cette planète et leur lien avec l'Antarctique pourrait être la prochaine révélation? Billy Carson décrit l'Antarctique comme l'endroit du crash d'une planète voisine. Il y a environ 55 000 à 60 000 ans, un groupe d'êtres originaires de Mars se serait écrasé en Antarctique. Il se trouve que ces êtres avaient des crânes très allongés. Non seulement ils avaient des crânes allongés, mais ils mesuraient environ 4 mètres et avaient une physiologie très étrange. Les chercheurs ont déclaré qu'il était évident que ces êtres ne s'étaient pas développés sur Terre, qu'ils s'étaient développés dans une région différente, où la pression barométrique était différente et les champs gravitationnels étaient différents. Cela explique les différences dans leur physiologie. Un groupe ancien aurait-il pu comprendre toute la science et construire toutes ces pyramides sur l'île parce qu'il avait besoin de puiser dans une source d'énergie? Les pyramides permettraient d'exploiter une énergie incroyable. Nous en trouvons en Afrique, comme au Soudan et dans le monde entier. Nous trouvons également des pyramides oubliées en Indonésie. La pyramide est un élément mondial qui défie complètement tout ce qui a un sens, à moins que l'on ne soit bien informé sur la science russe des champs de torsion, la science de la biologie et de l'énergie active qui peut nourrir la vie et la rendre plus saine et plus vivante. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les pyramides. Supposons que nous injections à des souris blanches de laboratoire un virus ou une toxine qui provoquerait normalement le développement d'une maladie chez 30% des spécimens. Si nous leur transmettons l'énergie des pyramides, au lieu de 30% de mortalité, nous n'obtenons que 3% de mortalité. Même dans le cas où les souris blanches ont reçu des doses de toxines si élevées que 60% d'entre elles auraient dû mourir très rapidement, seulement 6% des souris sont mortes en présence des champs d'énergie de la pyramide. Des expériences ont été menées avec des plaques de granit ayant été stockées dans les pyramides puis placées dans une prison. Tous les détenus ayant du granit dans leurs cellules ont soudainement vu de grandes améliorations dans leur comportement. Ils sont devenus plus amicaux et plus heureux. La violence a diminué de manière significative, alors que rien d'autre n'avait changé. C'était incroyable.
Existe-t-il des principes scientifiques et des codes mathématiques intrinsèques à la nature de la forme de la pyramide que cette ancienne race aurait pu comprendre? La pyramide est un symbole très intéressant. D'après moi, elle a été créée par l'Esprit divin lui-même, car la pointe de la pyramide représente l'unité ou le centre, l'axe central de la monade divine, alors que la base est un carré, qui représente les 4 éléments et les dimensions de l'espace-temps. À travers le modèle, ou le symbole de la pyramide, nous pouvons percevoir le flux de l'unité vers la multiplicité en un seul élément. Je pense à d'autres monuments qui ont été volontairement enterrés, peut-être parce qu'ils étaient trop puissants, et que ceux qui les ont construits ne voulaient pas que nous nous détruisions avec une telle technologie. Peut-être que ces zones, à un niveau assez profond, ont le type de strates rocheuses nécessaires pour provoquer des fréquences vibratoires. Si les préadamites ont existé et que l'Antarctique était la base où ils ont construit de puissantes pyramides pour affecter la planète, comment cette révélation affecterait-elle le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Il semblerait que cette civilisation ait été absolument indestructible au moment où nous sommes entrés dans les 12 000 dernières années de ce grand cycle. Il semblerait qu'un jugement ait été rendu pour que cette inondation se produise et que celle-ci a non seulement provoqué la disparition du continent Atlante, le transformant en Antarctique, mais également de nombreux autres éléments d'architecture mégalithique, comme la magnifique pyramide que nous pouvons voir dans les Açores, au large des côtes portugaises, les architectures englouties que nous pouvons voir à l'extrémité occidentale de Cuba, celles que nous apercevons près des côtes indiennes, ou encore les architectures immergées que nous pouvons voir au Japon. Nous découvrons toutes sortes d'anomalies qui défient la science conventionnelle. Göbekli Tepe en Turquie n'étant qu'un exemple de plus. Il s'agissait apparemment d'événements bienveillants qui avaient pour but d'infliger aux mauvaises personnes leur karma, de les modifier afin que leur karma engendre et ouvre la voie à une humanité moins corrompue, négative et malfaisante pour pouvoir utiliser la Terre à son propre profit. Cette civilisation préadamite a-t-elle pu créer un monde différent en utilisant ses connaissances en matière de construction de pyramides? Son influence a-t-elle été positive ou négative sur la surface de la Terre? Si une telle espèce existe, possède-t-elle un code génétique différent de celui des humains? Est-il possible que cette espèce différente ait été quasiment détruite dans un cataclysme qui aurait encouragé la survie de l'espèce humaine pour guider la Terre? Alors que l'Antarctique révèle de plus en plus de preuves, un endroit situé de l'autre côté du globe dévoile des têtes allongées et un alignement planétaire qui laisse les experts perplexes sur leur ancienne connexion. Il existe une théorie selon laquelle, outre l'influence du Soleil et de la Lune et la puissance des éclipses, Stonehenge serait relié à l'influence de Saturne. Les crânes allongés pourraient-ils également être à l'origine de Stonehenge? Est-il possible que ce monument soit relié à certaines planètes? Et si oui, pourquoi? Dans le prochain épisode, le mystère s'éclaircit alors que nous étudions le plus ancien cercle de pierre d'Europe.